Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Vika suite à la publication de ses résultats annuels. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Vika. On voit que les résultats ont été très bien accueillis par le marché. On a ouvert en gap le lendemain de la publication et on reste assez haut. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à l'entreprise? On va regarder ça. Ce que je vous propose par rapport à l'habitude, c'est que les données soient complètes pour l'année 2024 sur Coifin. On va regarder directement dans la publication qui se trouve ici, les valeurs, et comme ça on peut retraiter les agrégats, et ça vous donne aussi une idée de comment lire des comptes consolidés directement depuis les publications, et sans se baser uniquement sur les screeners qui parfois ont des données qui sont un peu en décalage. Alors on commence tout de suite avec le chiffre d'affaires. Ici on a le chiffre d'affaires en publié, pas en ajusté à périmètre et taux de change constant. Donc ce qu'on voit, c'est que 2024 c'est soldé par une décroissance de 1,4%, alors qu'on a une médiane de 3,4% en médiane sur 10 ans. Donc on le sait, on est en bas de cycle sur, l'économie, surtout dans les pays développés, est en bas de cycle. L'avantage de Vika, c'est qu'ils sont diversifiés géographiquement. On a eu les États-Unis qui ont tiré la croissance, la zone aussi Afrique et Méditerranée qui a bien tiré la croissance, alors que la zone Europe est vraiment morose et la France encore pire. Donc quand même une bonne perf pour le groupe d'avoir une décroissance qui est pas si énorme que ça. Et puis ce qui est intéressant pour Vika, c'est pas forcément le chiffre d'affaires, ça va être la croissance de l'EBITDA. Ici, premier point d'interrogation par rapport à ce que nous donne Coifin, il nous affiche 700 millions d'EBITDA. Si on regarde ici dans la publication, on a 783. Peut-être que Coifin fait des retraitements. Donc à vérifier. On regarde les taux de marge. On est sur un taux de marge brut qui est faux, publié par Coifin. Donc le taux de marge qui est affiché ici, on n'est pas à 20,2, mais si je reprends ma calculatrice et si je vous montre derrière en fond le tableau de compte de résultat, le compte de résultat consolidé, on se retrouve sur une marge brute, un taux de marge brute qui est à une marge brute qui est à 1,4 milliard. Donc on fait chiffre d'affaires moins achat consommé. Ça nous donne un taux de marge brute de 36%. Si on revient sur Coifin, le taux de marge brute, 36%, c'est à peu près la médiane, donc là très bien, on arrive à maintenir les prix, ça c'est très positif. Le taux de marge d'EBITDA, on a vu que Coifin calcule un EBITDA qui est à 700 millions, alors que sur le compte de résultat, on est sur du 783 millions. Calcul rapide, ça nous donne un taux de marge d'EBITDA de 20%. Alors si Coifin est cohérent avec lui-même, tous les taux de marge d'EBITDA sont calculés de la même façon, donc on peut comparer quand même l'historique, même si dans la réalité en fait c'est un peu plus élevé par rapport à ce que nous publie le management. Ce qu'on peut se dire, c'est que le taux de marge d'EBITDA est en hausse et voire stable en tout cas autour de la médiane, est en hausse globalement depuis 2023. Donc le management arrive à rétablir les performances opérationnelles comme au début de la période étudiée, et ça c'est grâce surtout aux baisses des coûts de l'énergie. Ce qu'on voit aussi, c'est que le taux de marge net il est calculé à 7%, il est très stable, il est quasiment au plus haut sur la période d'ailleurs, donc ça c'est bon. Si on le retraite par rapport au compte de résultat, on voit que le résultat net consolidé, il est à 290 millions. Calcul rapide ici, on est sur du 7,4. Alors peut-être que Coifin prend le taux de marge part du groupe, en excluant du coup les intérêts minoritaires, ce qui nous donnerait en fait quelque chose ce qu'ils affichent ici, du 7%. Bon, ce qu'on voit, c'est que le taux de marge net est en augmentation, ça c'est très bien, et en plus c'est pas facile, à mon avis pas été facile à obtenir, puisque sur la période on a eu une forte hausse des taux d'intérêt, donc ça fait augmenter les charges financières, et donc on a réussi à dégager quand même une meilleure efficience financière parce que le groupe s'est surtout désendetté, et c'est ça qui aide à payer moins d'intérêts, et donc qui permet de augmenter la marge nette. Donc ce qu'on voit ici, c'est que Vika, qui opère dans un secteur qui est quand même cyclique et un peu difficile, est très très bien géré, puisque les marges sont quand même stables, et voire en légère hausse. Donc ça c'est très bien. On continue cette analyse. Normalement on doit regarder si les free cash flows sont équivalents aux bénéfices nets. Malheureusement, comme on n'a pas les free cash flows sur les 12 derniers mois. Donc ce qu'on peut comparer, on va comparer en tout cas sur 2024, on peut même comparer sur 2024 et 2023, les bénéfices nets par rapport au free cash flow. Donc on voit ici, bénéfice net de 290 millions sur 2024 et de 295 millions sur 2023. On va regarder
Donc en fait, c'est ici, il faut comparer par rapport au résultat net part du groupe. Hein, donc c'est 272 et 258. On va aller dans le tableau de flux de trésorerie, qui est ici, et on va prendre rapidement le calcul du free cash flow. En fait, ça va être cash from operations, donc flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles. Donc ça fait 700 moins 328. Donc de tête, on est sur quelque chose qui est autour des 372 millions. Donc c'est plus élevé que le résultat net. Pour 2023, on était sur quelque chose qui était autour des 288 millions. Et là, c'était moins élevé que les bénéfices nets. Donc globalement, c'est à peu près équivalent. Alors, on est globalement égal ou au-dessus sur 2 ans. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que les free cash flow sont à peu près équivalents aux bénéfices nets. Donc on pourra théoriquement utiliser le price earning pour valoriser l'entreprise, mais de toute façon il y a de la dette, donc on utilisera plutôt la valeur de l'entreprise sur EBITDA. Donc ceci étant dit, d'habitude on regarde le rendement des capitaux investis. Là pareil, Coifin nous fait un truc que je ne comprends pas, donc je ne suis pas sûr de cette valeur. Surtout qu'avant on était à 9% de rendement des capitaux investis, ce qui me semble à peu près pertinent. Donc ce que je vous propose de faire pour faciliter le calcul de la rentabilité, on va prendre le rendement sur fonds propres, return on equity, c'est beaucoup plus facile à calculer. Maintenant, ça peut être biaisé par la dette, et il y en a chez Vika, mais on va simplifier la vie en prenant ce rendement-là. On est sur une médiane de 6,5%. À septembre 2024, on était à 9,72%. On va faire le calcul ici. On va prendre le résultat net. Donc notre résultat net, on va prendre le résultat net donc consolidé, 290 millions, et les capitaux propres, 6 milliards 413. Alors c'est pas total capitaux propres et passifs, pardon, les capitaux propres c'est 3 milliards 264. Je vous ai fait le calcul ici. Alors ce calcul, hop, c'est 3 milliards 264. Rendement des fonds propres sur 2024, 8,8%, ce qui est proche de ce qu'on a ici. Donc on est sur un bon rendement des fonds propres. On a une rentabilité qui est supérieure à la croissance de toute façon. Donc ça veut dire qu'on arrive à dégager des excédents de cash. Et maintenant il faut savoir ce qu'on va en faire de ces excédents de cash. Alors, on regarde ensuite le rendement de l'actionnaire justement. On est sur... il n'y a pas le dividende qui est affiché. Décidément, Coifin ne me facilite pas la vie. Donc, on va prendre ce qui est indiqué ici. On a un dividende qui est payé de 100 millions en 2024. Ça sera à peu près la même chose en 2025, puisqu'ils ont annoncé un dividende par action de 2 euros. Et comme ils ne rachètent pas des actions, eh bien, ça reste stable. Du coup, on est en termes de dividende par action. Donc, on est sur un dividende de 100 millions. On a des capex qui sont, on l'a calculé tout à l'heure, à 272 millions. Donc, on est en dessous de 50% en termes de payout ratio, à la moitié des free cash flow. Donc le dividende qui a un rendement attractif et en plus très sécurisé. Donc excellent. Ce qu'on a vu, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de rachat d'actions. Donc on peut le voir ici. Si on cherche actions en circulation, il n'y a pas l'info, nombre d'actions. On va dire que le nombre d'actions est assez de toute façon stable, hein, vu qu'on a l'info qui est indiquée ici. Il y a les légères dilutions là, liées aux actions de performance pour le management, mais c'est rien de significatif. On est à moins de 1%, on n'est pas sur une lourde dilution en fait, donc ça diminue un peu le rendement de l'actionnaire, mais pas tant que ça. Donc il n'y a malheureusement pas de rachat d'actions chez Vika, et c'est ce qu'on va regarder ici, c'est la valorisation du groupe. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est calculée par Coifin en dessous de la médiane. Donc on aurait une décote par rapport à cette médiane. Le calcul qui est fait ici, il prend en compte la valeur d'entreprise. La valeur d'entreprise qui est calculée par Coifin. Si le calcul de toute façon est très simple, c'est 2 milliards 110, donc c'est market cap plus dette nette, ce qui nous donne, on n'a pas la dette nette qui est affichée ici, donc on va aller dans la publication. La dette nette, elle est à 1 milliard 772 auquel il faut retrancher la trésorerie.
c'est-à-dire qu'on est à 1,236 milliard d'endettement net. Donc, si on prend market cap 2 milliards, en fait, ça fait 2 milliards plus 2 milliards, 2,1 milliards plus, on a dit 1,236. Et ça, on divise par l'EBITDA, donc l'EBITDA qui est donné par le management, et pas celui qui est donné par Coifin. On est à 783. Donc, on fait le calcul, ça fait 336 divisé par 783, ce qui nous donne une valeur d'entreprise sur EBITDA de 4,26. La médiane qui est calculée par Coifin, alors pareil, est-ce qu'ils sont cohérents avec eux-mêmes dans le calcul d'EBITDA? Ça reste à vérifier, mais elle a 6,1. Peut-être qu'elle est plus basse, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans l'absolu, on est quand même très lourdement décoté, encore sur Vicat, encore à ce prix actuel. Ça va être la conclusion de la vidéo, qui était un peu longue, mais en fait, quand on retraite les chiffres, ça prend un peu de temps. À ce prix-là, Vicat, à mon avis, c'est toujours une opportunité, parce qu'il y a toujours une décote assez magistrale sur la valorisation. Hein. Si on se met à vraiment plus long terme, on voit que sur 20 ans, par exemple, on a pu se traiter à quasiment 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Qu'est-ce qui explique qu'on se trouve autour de 5 à l'heure actuelle? Ça va être les politiques ESG et les contraintes qui pèsent sur les cimentiers, qui sont en train de se décarboner à grande vitesse. Donc ça, à mon avis, ça devrait aussi aider à redresser les multiples. Et le fait que le secteur retrouve un peu de croissance grâce aux émergences, ça devrait aussi redresser les multiples. Donc pour moi, Vicat, ça reste un dossier intéressant. On a un rendement du dividende qui est attractif à 5%, qui est bien sécurisé par les free cash flow, avec l'option de la revalorisation des multiples pour revenir à minima sur la médiane, on va dire 10 ans. Voilà, bon, ça fait pas un gros attrapage de décote ici. C'est pour ça que moi je vise un objectif qui est à 55 € à l'heure actuelle. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.